Cette fleur d'arnica des montagnes restera dans son champ cette année. Sur la route des crêtes, le Markstein n'a pas revêtu son manteau jaune et la plante se raréfie depuis 4 ans, victime du réchauffement climatique. Alors que la saison devait commencer, le comité de pilotage Arnica des Hautes-Vosges, réuni ce lundi, a décidé il y a 3 jours d'annuler la cueillette de cette variété, prisée des laboratoires pharmaceutiques et des cueilleurs locaux. Ça nous impacte nous, paysans arboristes, puisque nous on est agriculteurs, on cueille aussi des fleurs sauvages et si on nous empêche de cueillir nos fleurs sauvages sur notre lieu, en local, c'est vraiment problématique pour nous. Parce que c'est notre ressource et on n'a pas moyen d'aller l'acheter en Roumanie ou ailleurs. Nous, si on ne l'a pas là, on ne l'a pas tout court. À mon sens, effectivement, il faudrait être plutôt prendre une décision radicale et puis que les personnes qui cherchent de grandes quantités, nous aussi on en fait partie parce que ça va tourner autour de 100 à 500 kilos d'une année sur l'autre. On se retire peut-être du site pour laisser uniquement les petits producteurs venir profiter des quelques kilos qu'ils viennent chercher qui ont un impact relativement réduit sur le site. Le site peut attirer une 60aine de cueilleurs français, suisses et allemands et lors des bonnes années, près de 10 tonnes de plantes entières sont cueillies. Alors que les 3/4 de l'arnica sauvage récoltée en France provient d'ici, difficile de satisfaire tout le monde. Il faut prendre des décisions justes, essayer de ne pas non plus écarter des laboratoires qui constituent aussi des partenaires importants au niveau du tissu économique de la région. Mais après de dire on réserve une cueillette à juste des professionnels pour telle ou telle raison, c'est un peu discriminant, il faut que ce soit assumé, validé et discuté. Petits producteurs ou groupe Véleda, tous deux s'orientent vers la culture d'arnica. Le conseil départemental des Vosges tente également l'expérience. En 3 ans, 500 pieds ont été plantés sur 6 sites différents, avec des résultats mitigés. Il y a des sites où c'est catastrophique, mais finalement, c'est une expérimentation, c'était de la terre retournée. On s'en doutait, mais bon, tant qu'on ne teste pas, on ne le sait pas. Et après, sur des sites qui correspondent mieux à la plante, on a des résultats plutôt corrects. La réglementation pourrait évoluer. En mai dernier, les représentants du secteur réunis au sein du comité de pilotage ont suggéré des zones sans cueillette et de réduire la récolte à une plante sur 2. L'arnica montana à profusion, comme en 2016, demeurera dans nos archives. Shadi est arrivé en France en 2019. Originaire de Syrie, cet ancien étudiant en informatique cuisine pour la 2e fois pour le Refugee Food Festival. Au menu, une recette qui vient de sa ville, Alep. C'est viande hachée, cannelle, cumin, coriandre, et pistache, tomate, oignon. Ici, c'était la recette de mon grand-mère. C'est spécial Alep. C'est Alep, il y a plein de pistaches. À travers sa cuisine, c'est aussi sa culture, au-delà du conflit, que Shadi veut partager. Quand j'étais quitté Syrie, j'ai rien à faire l'année. J'ai ramené rien sur mon pays. Juste la recette. Et comme ça, j'ai partagé avec le Français. C'est quoi les Syriens? C'est pas juste la guerre, c'est pas juste la réfugié. Il y a plein de choses, c'est bon dans mon pays. Le manger, le dessert. La nourriture, comme lien entre les personnes, c'est tout l'objectif du Refugee Food Festival. Pendant 3 jours, des chefs réfugiés du monde entier rencontrent les Strasbourgeois autour d'un repas ou d'un atelier. La cuisine, c'est aussi un prétexte en fait, pour créer la rencontre, créer le lien et participer à lutter contre les discriminations dont sont victimes les personnes qui sont issues d'immigration. Justement en faisant se rencontrer des publics qui ne vont pas nécessairement se rencontrer d'habitude, donc les cuisiniers qui participent et le grand public. Et l'idée, c'est vraiment, parfois on fait des ateliers, et justement dans ces ateliers, c'est que en fait, tout le monde puisse échanger, poser des questions. Le Refugee Food Festival, c'est jusqu'à ce dimanche dans différents restaurants de Strasbourg. L'idée aurait pu sembler saugrenue ou utopique, mais elle s'est imposée en décembre dernier. Pour préserver la librairie Les Passeurs de Textes, enseigne historique et culturelle incontournable dans le centre-ville de Troyes, des clients se sont unis pour reprendre la boutique de Jean-Luc Riot. Un collectif compte désormais une dizaine de membres actifs qui se démènent pour monter une société coopérative d'intérêt collectif. Comme on a contacté toutes les institutions, DRAC, Région, Centre national du livre, Association de développement des librairies de création, on va monter le dossier, donc ça c'est un enjeu important, travailler avec l'URSSCOP, trouver les financements, donc on a besoin de créer le capital social de la coopérative.
Et c'est pour ça qu'on fait un appel aux souscripteurs. On lance des promesses de dons. On espère la récolte des fonds se fera au mois de septembre. D'ici là, il faut finaliser les statuts, recruter un nouveau libraire. Christian mettra notamment à profit ses connaissances pour informatiser le commerce. Mais au-delà de ça, si vous voulez, il y a toute l'aventure collective. Parce qu'une SIC, c'est comme une association, c'est comme une mutuelle, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, dont le but n'est pas de rémunérer un capital, on n'a pas d'actionnaires qui vont nous réclamer des résultats. On a simplement envie de faire fonctionner la librairie autour d'un collectif de bénévoles. Chacun peut participer à l'aventure financièrement ou à travers ses compétences. Parmi les objectifs du collectif, développer la librairie et ses actions. Aujourd'hui, les enjeux, ça va être de conserver le public qui vient à la librairie. Donc une librairie quand même avec un fonds littéraire important, des sciences sociales, les gens viennent chercher des choses, des compétences. Donc ça, c'est quand même l'essentiel et on veut absolument garder cette orientation-là. Et puis l'ouvrir sur d'autres, ne pas oublier l'aspect économique. L'aspect économique à long terme, c'est la pérennité de l'entreprise. Et là, il nous faut d'autres publics, donc des publics jeunes. Voilà. Dans notre projet, on a un petit peu d'aller chercher ces publics-là. Il y a un potentiel et puis c'est de l'avenir. Sauver la librairie, pérenniser les emplois et surtout maintenir cet espace d'échange, de rencontres et de culture en centre-ville. Aujourd'hui, plus de 200 personnes de Troyes et d'ailleurs sont prêtes à investir dans la société coopérative. Mais il faut mobiliser davantage de souscripteurs. En tout, au moins 140 000 € sont nécessaires pour consolider le projet. Armé de son gladius et protégé par son casque et son bouclier, ce Mirmillon fait face à un trace au cœur de l'arène de l'amphithéâtre de Grand. Petit bond dans le passé avec les gladiateurs d'Acta. De retour après 3 années d'absence, il proposait dimanche dernier aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir ce lieu, riche témoin du passé, l'un des plus importants de la Gaule. Au programme ateliers, école de gladiateurs et ses combats-spectacles qui se rapprochent au maximum de la réalité. On va essayer de revenir un petit peu sur qui étaient réellement les gladiateurs, au-delà des clichés qu'on a avec les films comme Gladiator. Et après, on va faire une démonstration de ces combats. Ce sont des combats qui sont issus de ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Donc là, on essaie vraiment de comprendre les gestes, de montrer des gestes probables par rapport aux documents archéologiques. Oubliez donc le cinéma et le célèbre film Gladiator, bien trop éloigné de la réalité qu'ont connue les gladiateurs. On peut toucher, entailler, blesser, mais pas tuer. S'il y a vraiment un élément à se rappeler, c'est que les combats gladiateurs, c'est un spectacle. Et par cela, il n'y a pas de mise à mort constante. Si vous voulez un spectacle, il faut des bons combattants. Se combattre à mort et offrir un spectacle, ça ne peut pas fonctionner ensemble. Très bien, ça touche, on continue. Un spectacle qui semblait en tout cas faire l'unanimité chez les près de 150 personnes présentes ce matin-là et une porte d'entrée aussi pour découvrir l'histoire. Ça double touche. Ok, intermittité. On se lâche. C'est pas la première fois que je le vois, c'est toujours très intéressant et très instructif, très pédagogique aussi. C'est pas toujours les mêmes discours, notamment sur les armes plombées. Moi, j'avais entendu qu'elles étaient émoussées, là on a l'impression qu'elles sont plutôt tranchantes, sans la pointe. C'est vrai que ça désacralise aussi tout l'univers des gladiateurs et puis ça les rend plus humains et ça les rend aussi un peu plus proches de nous. J'ai retenu qu'on faisait plein de combats, beaucoup de combats, qu'il y avait aussi des filles qui faisaient des combats. Des femmes, en effet, bien qu'elles aient été oubliées par l'histoire, les gladiatrices ont bien combattu dans les arènes romaines. Difficile de savoir combien elles étaient, difficile aussi de savoir l'âge à partir duquel les hommes et femmes pouvaient entrer dans l'arène. Le site vosgien a dû attendre les années 1960 pour que les archéologues s'y intéressent à nouveau. Je crois que ce qui est important en tant que médiateur, et ce que j'essaie de faire passer aux jeunes, c'est essayer de voir ce que ça peut faire de 1000 ans. Une notion de chronologie qui me semble vraiment capitale en fait. Et puis ensuite derrière bien sûr essayer de s'imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Site majeur du tourisme dans les Vosges, l'amphithéâtre de Grand accueille chaque année près de 10 000 visiteurs. Et pour profiter d'une visite plus insolite encore, rendez-vous le 22 juillet prochain à la nuit tombée. Ça touche encore. Ok, terminé.